Jennifer, c'est très bizarre ce que j'ai vu. Voilà, mais Bizarre. peut-être que j'ai besoin de faire analyser par d'autres personnes pour vérifier. Mais en fait, en termes de biologie, enfin, enfin, c'est pas du tout ce que je cherchais. En fait, j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas du tout ce que je cherchais, ce que je pensais trouver. Et voilà, comme ça. C'est comme si ce que j'ai vu pouvait ressembler à une écaille de serpent. Mais je Non. me dis que ça, c'est pas possible en fait, parce que c'est pas du venin, c'est pas du, tu vois, c'est pas une molécule en fait. Donc là, je botte en touche et je pense que une des premières choses que je devrais faire quand nous arrivons à Londres, c'est aller trouver des confrères, un laboratoire avec des personnes qui ont peut-être déjà vu ça. Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Mais voilà, Mais Betty, qu'est-ce que tu me racontes là? Une écaille de serpent? Mais c'est complètement impossible. ben, c'est ce Je... que je me dis. Mais tu vois, est-ce que, je sais pas, on vit des choses tellement étranges. Ce que tu as vécu avec No Dance, je sais pas, ce sacrifice auquel tu t'es plié sans le vouloir. Je sais pas. Est-ce que ça pourrait avoir un lien? Franchement, ça paraît fou, donc j'ai du mal à y croire. Je peux pas y croire. Et à la fois, je peux pas ne pas voir la réalité en face. mais Euh, ce serait un véritable serpent que j'aurais sous la peau. Alors, si c'est une écaille de serpent, il se serait glissé comme ça dans mon dos. Mais c'est bah, c'est pas une aberrant. morsure. Je sais pas. Je sais pas. Une morsure. Non, ce n'est pas une morsure. Non, c'est pas une. La créature serait là en train de se glisser et de grandir sous. Non. C'est. Bah, je pense qu'il Oh, faut mais ce serait vérifier. terrible. Il faut vérifier régulièrement à quoi ressemble ce Jennifer, bleu. fais-moi un petit jet de santé mentale. À cette idée un peu étrange que Betty est en train de te soumettre, comme quoi tu aurais un serpent sous la peau. Non, mais moi, je m'en moque du serpent. Ça deviendra mon animal familier. C'est absolument pas un problème. Ça doit être un cadeau de nos dance, finalement. Tu vois, je crois que peut-être que ça va m'apporter certains pouvoirs. Peut-être que je deviendrai une espèce de femme reptile ou quelque chose. Elle est sous là. Je sais pas. Après, je sais pas s'il faudrait opérer. Opérer, mais tu Bah, sais, opérer, pour le moment, c'est à 1 centimètre de derme. Donc, en fait, c'est pas dans tes organes. Mais j'aimerais vraiment demander conseil à un confrère. Je, En tout cas, je veux continuer de t'observer régulièrement parce que j'ai jamais vu non, ça non, de ma vie, en fait. mais bien sûr, tu n'as jamais vu ça de sa vie. Mais attends, une idée me vient, mais plus je t'écoute, Betty, plus je me dis que j'ai été choisie. Mais oui, c'est une marque. C'est peut-être un nouveau pouvoir, c'est peut-être quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'est une très mauvaise idée finalement de m'ôter cette chose. Finalement, ce n'était pas si laid, non? Ça me donne un côté dangereuse, non? C'est pas la Ah, question petit. de, c'est pas la Et si question c'était quelque chose esthétique. de fabuleux finalement, Ben, une chance? a priori, un sacrifice, c'est jamais fabuleux et c'est jamais Non, une chance, alors, hein. Donc, alors, non, c'est-à-dire voilà. que l'aspect esthétique, c'est une chose. J'ai juste peur que, au départ, c'était une tache et maintenant, ça ressemble déjà à un petit serpent. Et voilà, j'ai vraiment peur que ça s'étende. J'ai peur que ça prenne, je sais pas, je sais même pas quoi penser et je sais même pas de quoi j'ai peur en fait. Oui, mais tu dis que tu n'as jamais rien vu de tel. Donc Non. c'est quoi? Comment ça? C'est la structure même qui n'est pas de ce monde, ou alors c'est vraiment quelque chose Si, c'est de ce de... monde. Si, Ah, c'est de c'est de ce ce monde. monde. C'est C'est vraiment comme comme une un écaille reptile alors. de serpent. Donc, en fait, c'est de ce monde. Ce qui n'est pas logique, c'est que ce soit en toi, à l'intérieur de toi. Mais ça n'a pas réagi quand tu l'as piqué un petit peu avec toi. Si, Ça n'était pas vivant. c'était dur comme une écaille de serpent. C'est toi qui as réagi. C'est toi qui as souffert. Non, Tu as mais ce que je veux dire, la chose n'a pas bougé. Non, ce que j'ai extrait n'était pas mouvant, mais je sais pas ce que c'est.
Ah oui, donc c'est vraiment comme si ça faisait partie de moi, comme si c'était une espèce de... Comment dire oui, moi je pense que ça pourrait être maintenant un peu comme une... Oui, ça ne bouge pas parce que ce n'est pas dissocié de moi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est... Non, mais ça Waouh. ne bouge pas, mais ça s'étend. Oui, il faut surveiller. C'est intriguant quand même. Ah, bon, Betty, il faut... est-ce que tu dors avec Jennifer ce soir? Oui, oui. D'accord. Écoute, Donc, nous verrons, Betty. vous vous couchez tous en cette journée du 2 et la nuit se passe plutôt normalement, plutôt reposée, surtout vu la nuit précédente, avec quand même un peu la peur de se demander si vous allez vous réveiller le lendemain ou à un autre moment. Et à un moment, quelqu'un frappe à ta porte, Perry. Il fait quel temps dehors? Le jour est levé. Ah, bon. Oui, attendez. Je m'habille. Tu ne vois personne derrière la porte, mais il y a un morceau de papier qui a été posé sur la moquette en face de ta porte. Bah, je le prends, je le regarde. Il t'est adressé, c'est ceci, si tu veux. Bon voyage vers l'Angleterre, stop. Les papiers d'Elias mentionnent 2 contacts, stop. Mickey Mahomet, rédacteur en chef du Scoop, stop. James Barrington, inspecteur à Scotland Yard, stop. Vous souhaite beaucoup de succès, stop. N'hésitez pas à me solliciter, stop. Et gardez les factures, Carlton Ramsey. Ok. Vous vous réveillez tous les uns après les autres dans votre chambre pour cette nouvelle journée. Cette nouvelle journée qui est donc consacrée à ce que vous m'avez expliqué juste avant. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre aux différents endroits où vous allez vous trouver, sauf toi, Vincenzo, je sais où tu es, puisque tu es sur le pont en train d'observer cette fameuse porte d'accès. Les autres, placez-vous là où vous voulez vous mettre pour... On va tous se mettre ensemble, non? Dans la chambre de... de Jennifer, comme ça on pourra tous avoir un œil les uns sur les autres. Et surtout Jennifer sur nous. Vous voulez tous vous installer dans la chambre de Jennifer? Tous les 4? Oui, on va lire ensemble, oui. Oui, je pense que c'est plus prudent que nous restions ensemble. Au réveil, évidemment, je regarde mon dos et la cicatrice pour vérifier si ça évolue. Ça va devenir un peu obsessionnel chez moi. Jennifer, lorsque tu te réveilles en cette matinée du 3 février, tu as très froid. Oh, je me couvre et je vais vite à la salle de bain et je me reprends une douche chaude et je regarde encore ma cicatrice, l'incision qu'a faite Betty et ce serpent qui Alors, Betty ondule t'a dit dans mon dos. d'éviter de mouiller le pansement, d'accord. donc il faut que tu fasses attention à ça. Mais tu aperçois la même forme, elle a absolument pas changé, bougé, c'est toujours pareil. C'est pas douloureux, à part à l'endroit de la cicatrice, en fait, sous le pansement. Sinon, c'est pas douloureux. Et si je fais attention, c'est-à-dire que je me concentre un peu sur moi, je ne me sens pas différente sur le plan physique, mental. Non, tu t'as pas du tout l'impression qu'il se passe quoi que ce soit de particulier, si ce n'est que tu t'as particulièrement froid, comme si tu étais un peu malade, quoi. Comme si tu couvais quelque chose. T'as froid. D'accord, bon. Ouais. Je me couvre après la douche, je mets des vêtements chauds et une étole Ok. et Donc, je retourne dans mon chambre pour lire avec les autres. alors vous êtes tous dans la chambre de Jennifer et vous, effectivement, les autres, vous remarquez que par rapport à ses habitudes, elle est plus couverte. On va commencer par Erasmus. Erasmus, tu voulais faire quoi? Déjà, Vivre rappelle-moi comme un dieu. Voilà. Donc toi, c'était vivre comme un dieu. Oui, parce que moi je suis toujours à la recherche de ce symbole.
Ok. Le symbole que nous a remis le grand prêtre des anciens. Ouais. Vivre comme un dieu, tu ne l'avais jamais vraiment consulté encore. Si j'avais vu donc la note de Carlyle qui était tombée du livre avec D'accord. et puis surtout donc l'auteur Non, lieutenant on avait fait des 28. recherches sur l'auteur en fait. On l'avait pas Oui. vu en soi. Oui, on ne s'est pas plongé dans le livre, hein. Ça aurait Ouais. pris du temps. Alors, tu vas me faire un jet de bibliothèque, s'il te plaît. Allez. Oh. Ok. Tu te lances dans cette lecture qui est plus pénible que tu ne l'aurais cru parce que c'est de l'anglais, mais en même temps, tout de suite, il y a comme un truc qui te repousse un peu dans cette lecture, ce qui fait que si tu veux vraiment la parcourir en entier, il faudra que tu y consacres la journée de demain également. Ah. Pour vraiment approfondir ta lecture dans une première phase parce que c'est beaucoup plus aride que tu ne pensais. Néanmoins, ce que tu vois, c'est que cet ouvrage est clairement un journal intime. Le journal intime d'un homme, Montgomery Crumpton, dont tu as fait des recherches et qui est effectivement un ancien soldat, un artiste aussi britannique, qui raconte sa vie hein, en tant que membre de la noblesse terrienne du nord de l'Angleterre, jusqu'au moment où, en 1801, il est envoyé en Égypte sous les ordres du général Sir Ralph Abercrombie. Il est donc grièvement blessé au combat, ça c'est lui qui le raconte. Il se retrouve plusieurs semaines dans un hôpital du Caire où il commence à raconter un certain nombre de visions occultes qu'il aurait eues pendant ce moment où il était blessé, où il était dans le coma. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que ça devient extrêmement compliqué à lire pour toi parce que tu as l'impression qu'il parle par analogie, mais que tu comprends pas exactement. C'est beaucoup moins clair que la première partie de son journal intime qui était assez claire. Là, tout d'un coup, ça commence à devenir compliqué. Ce que tu as l'air de comprendre, c'est qu'il mentionne qu'il aurait été, suite à ces visions, introduit dans une société secrète. Et cette société secrète, il prétend qu'elle aurait survécu depuis des temps anciens et qu'elle vénérerait une figure mythique connue sous le nom de Pharaon Noir. Un souverain oublié de l'Égypte ancienne qui aurait possédé des pouvoirs magiques, voire divins. En continuant ta lecture, tu te rends compte qu'il a l'air absolument heureux d'être rentré dans cette société secrète. C'est comme une révélation pour lui. Et il commence petit à petit, en tant que membre de la secte, à décrire les choses desquelles il a été témoin, auxquelles il a participé aussi, qui sont des actes de torture, de meurtre, de viol, ainsi que d'étranges cérémonies magiques, toutes à la louange du pharaon noir, aussi appelé parfois Nivrinka. En 1805, il retourne en Grande-Bretagne, il rentre d'Égypte, où il s'installe pas loin de Liverpool. Et riche des enseignements qu'il a eus en Égypte auprès de cette secte, il essaye de convertir d'autres Britanniques à reproduire le culte et les rites dépravés du pharaon noir. Mais tu comprends que visiblement un ensemble d'adeptes qu'il avait fait n'ont pas été d'une grande discrétion,
que les autorités locales commencent à s'intéresser à leurs pratiques et qu'il est finalement arrêté, jugé et placé dans un asile. Et il te devient assez évident pour toi que ce journal, il l'a écrit alors qu'il était incarcéré dans cet asile. Euh, Tout ce que tu as pu lire dans cette journée te montre que ce gars était un fou meurtrier, sadique, enclin à des délires mégalomaniaques, dont le plus important est qu'il pensait en fait que grâce à pratiques occultes dictées par le pharaon noir, il pourrait atteindre l'état de Dieu et le devenir lui-même un dieu. Et tu perds 3 points de santé mentale. Tu les enlèves? C'est ce que tu as pu tirer de cette journée de lecture en termes d'information. Tu te dis qu'il y a beaucoup plus à tirer de ce livre parce qu'en fait il y a plein de détails qu'il donne sur plein de choses quand il était en Égypte. Mais si tu veux, t'as passé rapidement sur la lecture parce que ça te dégoûtait en fait. Ah oui. Donc c'est un survol en fait. Par contre, tu te rends compte aussi que tu vas devoir y passer un certain temps, peut-être jusqu'à la fin du séjour, si tu veux vraiment approfondir jusqu'au bout tes connaissances de ce livre. Ah oui. Attends, je vais juste terminer avec toi, parce que tu ne fais pas que perdre 3 points de santé mentale. Tu vas aussi gagner 2 points de mythe de Cthulhu. Ah. Voilà. Merci. Voilà pour toi, mon cher Erasmus. Nous allons aller après sur notre doublette Perry. Et Ouais. alors vous, quel livre comptez-vous Le étudier? livre d'Yvonne. Le livre d'Yvonne. Très bien. Est-ce que vous allez me faire tous les deux un jet de bibliothèque? Ok. Allez, c'est le moins de réussir. Avec mes nouveaux dés. Yes. Ah. Ok. Attendez 2 secondes. T'as combien en français J'ai 20. Ok. Moi Et j'ai toi? 40. Je suis pas beaucoup. Ah, je suis canadien. Oui. Je suis québécois. Alors, le livre d'Yvonne, c'est une sacrée paire de manches. Vous vous en rendez compte tout de suite. C'est un livre. Vous n'avez aucune vraie idée de à quel siècle il a pu être écrit, mais pour vous, c'est quasiment le Moyen Âge, quoi. Donc, c'est écrit dans un français qui est très approximatif par rapport à vos connaissances du français. D'en faire pas vraiment un livre, c'est une liasse de parchemin qui fait dans les 180 pages. Les pages sont vraiment anciennes, elles ont souffert de négligence, certaines sont à moitié déchirées. Euh, Faites-moi un jet d'idées, donc d'intelligence. J'ai 45. Ah oui. Ok. Betty, tu te dis que le bord arrière, en fait, de ce livre est comme un peu en lambeaux. Et tu te dis qu'en fait, il y a des bouts du livre qui ont dû être arrachés, en fait, à la reliure. Hmm. Il n'est pas complet, il y a à peu près 180 pages, mais tu sais pas, peut-être qu'il y avait beaucoup plus de pages avant, t'en sais rien. Vous remarquez sur ce livre qu'il est copieusement illuminé avec des visages grotesques. Visages assez monstrueux, dans un style très ancien qui, toi, Perry, te renvoie peut-être à ce que tu as pu voir dans des livres sur le Moyen Âge.
en France ou en Occident en tout cas. Et il y a un sigle récurrent sur ce livre un peu partout qui ressemble à une triskel. C'est quoi? Ce sont en fait des caractères romains qui sont utilisés. Il faudrait vraiment demander à un spécialiste comme peut-être Erasmus de l'observer pour pouvoir le dater exactement. Néanmoins, vous arrivez à vous plonger un peu dedans. D'abord, l'auteur. L'auteur est un certain Gaspard du Nord. Il se présente ce livre comme un commentaire d'un autre livre, le Liber Ivonis, le livre d'Eibon. En réalité, c'est pas le livre d'Eibon que vous avez entre les mains, c'est les commentaires du livre d'Eibon qui ont été réalisés par un certain Gaspard du Nord. Et vous comprenez qu'en fait, le livre d'Eibon, donc l'original, pas celui que vous avez entre les mains, aurait été écrit par un sorcier de l'Antiquité, Eibon, et que la personne qui fait les commentaires de ce livre, le Gaspard du Nord en question, est lui-même un sorcier autoproclamé qui a vécu en Auvergne en France et qui commente un peu de manière didactique et théologique des rituels magiques liés à ce sorcier de l'Antiquité. Il se concentre sur la vie et les découvertes magiques de ce sorcier, qui aurait, d'après ce que vous comprenez des termes en français ancien, voyagé dans un royaume appelé l'Hyperborée. L'hyperborée? Ouais. Il aurait conclu un pacte à Eibon avec un être puissant, peut-être un dieu, connu sous le nom de Sato-Joué. Un pacte que vous comprenez comme étant le but de ce pacte, c'était de lui accorder de grandes capacités magiques et l'accès à certains secrets. Au fil des pages que vous avez le temps de déchiffrer, vous voyez qu'il fait référence à des espèces puissantes, anciennes, une race de magiciens, ophidiens, vous savez pas ce que c'est. Il parle aussi d'un immense ver blanc qui aurait amené le royaume d'Hyperborée dans une apocalypse glaciale. Il a l'air de... Vous êtes très mal à l'aise parce qu'en fait tout ça est traité comme si c'était des découvertes archéologiques, quoi. C'est pas du tout une fiction pour lui. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui est. C'est le truc blanc? C'est un quoi? C'était quoi, pardon? Un ver blanc. Un ver blanc. Un ver blanc. Ouais. Un ver blanc qui aurait gelé tout hyper voré. Vous ne tirez pas grand-chose de plus de votre première lecture parce qu'il faut bien avouer que n'étant pas très familier avec les traditions magiques médiévales ni les concepts de philosophie, c'est un peu intimidant et frustrant de déchiffrer ces textes parce que vous avez l'impression qu'il dit des trucs importants mais que vous comprenez pas de quoi il parle en fait. Et qui cite, il fait des références à des mots que vous en pensant que tout le monde les connaît mais vous les connaissez pas. Donc vous êtes un peu face à un labyrinthe avec ce livre. Moi, ça me dépasse. Ouais. Ouais. Ouais, moi aussi. Il faudrait nous aider, le dictionnaire et... Néanmoins, mon cher Perry, tu perds 4 points de santé mentale. Ah, c'est énorme. Ah, mais moi, déjà que je suis bas, alors... Putain. Parce que... je vais te les enlever. Hein. Parce que...
très clairement, ce livre a l'air de laisser entendre qu'il y a des races anciennes qui ont existé et que le fait qu'il y ait des pactes qui puissent être créés avec des entités supérieures, forcément, ça te fait penser à quelque chose. Et toi, ma chère Betty, tu perds aussi 4 points de santé mentale. Ça fait mal. Hein. Vous gagnez 4 points de mythe de Cthulhu. Ah ouais. C'est du lourd. Ok. Ah, tout ça en ne comprenant pas trop. Waouh. C'est puissant. Hein. Tout ça en ne comprenant pas trop, effectivement, et en une journée. Nous allons passer à notre chère Jennifer. Qu'est-ce que tu faisais, toi, Jennifer? Tu consultais les pièces que vous avez ramenées de New York pour l'enquête d'Elias? Oui, ça ou le livre en anglais médiéval. Ah, c'est c'était, ça que tu voulais faire, le livre en anglais médiéval. Ok. Non, tu voulais faire les. Tout bien réfléchi, Non, je pense que étudier les notes de Elias est peut-être plus prudent, Jennifer. Ouais, Bah si. oui, c'était les notes d'Elias qu'on t'avait Vu chargé le de fait faire. Non, mais ne vous inquiétez pas, les garçons. De toute façon, ce n'est que partie remise. Hein. On a Oui, besoin bien sûr. d'étudier les deux. Donc, j'ai bien Oui. l'intention de me plonger dans l'autre ouvrage. c'est certain. C'est Non, certain. non, mais j'avais bien ce matin. J'avais très bien d'ailleurs. Un geste un peu froid. Mais ça va pas. Mais je te Oui, trouve, c'est vrai que je vous trouve un peu pudique un peu aujourd'hui. palichonne surtout. Non, pas pudique. Palichonne. Non, transi depuis hier soir, je ne sais pas. Je Mais me ça, c'est réchauffe étrange. Vous découvrez quelque chose, Jennifer. Est-ce que tu vas bien? Alors, pas. attends, Non, mais vous avez raison. Je vais me plonger dans les notes d'Elias. Oui. Jennifer, tu passes ta journée à faire le tri dans toutes ces notes que vous avez ramenées. Il y en a beaucoup qui concernent les New York que tu as classés dans un dossier. Il y en a qui concernent l'Égypte, d'autres qui concernent l'Australie, d'autres qui concernent Shanghai, visiblement. D'autres qui concernent le Kenya. Et tu n'as gardé que ce que tu connais de Londres. La première chose, je les montre à tout le monde, mais vous en avez sans doute déjà repris connaissance, mais je vous les montre. C'est une lettre qui avait été écrite à Elias par Algernon Blackwood. Ensuite, il y avait un certain nombre d'articles qui avaient été découpés et envoyés par Elias, dont des articles du Scoop. Tous ces documents, comme je suis un gentil gardien, vous y avez accès sur votre board de Londres. Super. Mais je vous les rouvre ici pour que vous y jetiez un coup d'œil. Il y avait un autre article du Scoop, article concernant des incendies étranges qui étaient survenus à Londres. Au cœur, quand même. Il y avait ce télégramme que t'as envoyé ta sœur Valérie, mais ça tu le sais déjà. Il y avait un petit dépliant de Londres. Et là, c'est pas Elias qui te l'a donné, c'est tout simplement un dépliant qui était accessible sur le bateau que tu as récupéré dans cette journée en te disant ça peut toujours servir. Et voilà en gros toutes ces informations à laquelle je rajoute ces notes de la main d'Elias Jackson qui reprennent un petit peu la chronologie de l'expédition Carlyle et de leurs différents points de chute retracés par Elias Jackson. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu veux le lire dans ton coin. Je pense que ça peut être le moment, si vous voulez, de discuter tous ensemble de ça, parce qu'on imagine qu'à la fin de la journée, vous allez vous retrouver pour parler de vos différentes recherches. Mais celle-là, étant donné qu'on a ouvert toutes les pages qui sont là, si vous voulez vous rafraîchir tous ensemble la mémoire sur ce que vous avez concernant Londres. D'accord. Il y avait aussi cette carte de visite de la Pennew Foundation qui était sur le cadavre d'Elias. Oui, bien sûr. Eh oui, Edward Cavigan.
Les amis, comme nous arrivons bientôt à Londres, est-ce que ça vous dirait que je vous lise les notes que j'ai répertoriées dans mes recherches, les notes d'Elias, que j'ai trouvées cet après-midi et qui semblent bien récapituler les différentes étapes de l'expédition, Carlyle. Ça vous intéresse? Mhm. Vous Oui. êtes prêts? Oui. Oh, on répétera tout ça à Vincenzo. Hein. Déjà, si nous sommes au courant, c'est déjà bien. Nous serons au fait à notre arrivée. Alors écoutez, expédition Carlyle, membre Carlyle Roger, dilettante et financeur de l'expédition. Brady Jack, membre de l'expédition, responsable de l'intendance et de la sécurité. Nous avons aussi Houston, Dr Robert, docteur et psychologue freudien à la mode. Masters, Hypatia, artiste, photographe et archiviste. Penhu, Sir Aubrey, éminent égyptologue britannique responsable des fouilles. Ah, alors là, ils ont barré Anastasia. Je pense que c'est de elle dont ils parlent, hein, une femme Et noire. elle est toujours barrée dans tous les documents qu'on a trouvés, la mention non. Ah oui, comment cela se fait-il d'après vous? Elle n'a toujours pas son nom. Bah, Ah si, oui, c'est son nom Anastasia Benet. Ah, c'est Anastasia, oui. Et pourquoi Ouais. elle est barrée à chaque fois, ça on le sait pas. Surprenant, hein? Qui est-elle? La composition de l'expédition Carlyle a de particulier d'être une équipe, somme toute assez banale. Pourquoi ces personnes? Chronologie. 13 mars 1919, une personne arrive au Caire afin de préparer la venue de l'expédition et s'occuper de transactions sur place. Auguste Loret? Point d'interrogation, sait-on jamais. 5 avril 1919, l'expédition Carlyle embarque pour Londres et y arrive le 20 avril. 28 avril 1919, l'expédition Carlyle embarque pour le Caire et y arrive le 4 mai. Le 3 juillet 1919, fin des fouilles au Caire. 18 juillet 1919, l'expédition Carlyle quitte l'Égypte pour le Kenya et y arrive le 24 juillet. 24 juillet 1919, l'expédition Carlyle est accueillie à Mombasa. 3 août 1919, l'expédition Carlyle quitte Nairobi pour un safari photo avec Sam Majira. Plus aucune nouvelle de l'expédition. 11 mars 1920, Erika Carlyle se rend au Kenya pour chercher son frère. 25 mai 1920, les corps des porteurs de l'expédition Carlyle sont retrouvés. 19 juin 1920, 5 membres de la tribu Nandi sont pendus pour le massacre de l'expédition Carlyle. Mars 1923, Nelson Nails aurait rencontré Jack Brady à Hong Kong, au lit jaune, donc il n'est pas mort. Voyage en train jusqu'à Nairobi sans accroc. Une chose est claire, le rapport officiel du massacre de l'expédition Carlyle ne tient tout simplement pas la route. Je suspecte une enquête bâclée pour faire taire les questions d'Erika Carlyle. Ce qui nous intéresse, c'est ce passage de l'expédition Carlyle à Londres, qui sont arrivés le 20 avril et ils en sont repartis direction le Caire le 28 avril. Ils ont donc passé 8 jours à Londres. Et il nous faudra savoir justement à quoi ils ont occupé leur temps pendant ces 8 jours. C'est vrai. Oui, mais je pense qu'ils ont fait un peu le tour pour préparer l'expédition. Peut-être ils sont sûrement passés à la fondation Penhu, non? Oui. Oui, je pense Moi, que ce ça. qui m'intéresse, c'est pourquoi Sir Penwu a-t-il suivi Carlyle dans cette aventure Est-ce que, comme le Dr Houston ou Hypatia Masters, il y avait une pression ou enfin, je ne vois que ça parce que Sir Penwu, d'après les dires, était quand même quelqu'un de réputé, un égyptologue éminent. Et il n'avait aucune raison de suivre Carlyle dans son délire égocentrique. Et c'est pour cela que nous devrons rencontrer Edward Cavigan, qui est le nouveau directeur de la fondation Penhu, peut-être en priorité, puisque il y a donc cette enquête sur l'incendie que Elias a mené et ce massacre, enfin c'est de la famille Tilesman et ce survivant de l'incendie, Hugh Tilesman. Mais avant tout, peut-être aussi ce rédacteur en chef du Scoop, Mickey Mahomey, et James Barrington, l'inspecteur de Scotland Yard. J'ai d'ailleurs comment il s'appelle, Carlton m'a transmis un télégramme ce matin en nous indiquant justement d'aller voir Mickey Mahomey et James Barrington à Londres. Penses-tu qu'ils sont au courant de notre venue et qu'ils nous auront peut-être pas trop de mal à les rencontrer de la part de Ramsay? Oui.
Je pense qu'il n'y a aucune, même de la part de notre ami commun, il n'y a pas de raison qu'il refuse de nous voir. Alors la question est, c'est qui iront nous voir en premier quand nous arriverons à Londres, hein. Vincenzo, Edouard, ouais. à toi. Tu vas me faire un petit jet de chance. Si tu veux. Vincenzo, tu as passé ta journée à surveiller cette porte donnant sur les ponts inférieurs. T'es parti un petit peu rapidement pour boire un coup un moment parce que t'en avais marre ou c'était bizarre que tu restes là. Écoute, tu n'as vu personne emprunter ce couloir à part des gens du bateau. Tu as dans la journée entendu une ou deux choses qui ont attiré ton attention. La première, c'est deux marins qui avaient l'air de parler entre eux et qui étaient un peu inquiets. Fais-moi un petit jet d'écouter pour voir ce que tu as pu entendre de cette conversation. Allez. Tu t'as pas compris exactement de quoi il parlait, mais en fait, ils avaient l'air de dire que le capitaine, avait toujours pas réussi à comprendre quel navire ils avaient croisé il y a trois nuits. Parce que après information demandée à la Cunard d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, il n'y avait aucun bâtiment qui était censé croiser leur route et encore moins à la latitude où ça avait été fait. Et tu crois comprendre qu'en fait il y a quand même une inquiétude, pas dans tout l'équipage, en tout cas le capitaine a l'air affairé à essayer de comprendre ce que c'était que ce navire et là forcément tout de suite tu fais le lien avec ce que vous avez vu. Et tu me fais un petit jet de santé mentale. Eh oui, parce que tu réalises tout d'un coup qu'en fait, il y avait bien un bateau qui était là. Ah, je peux pas perdre des pommes pour un bateau, non? Et effectivement, c'est ce que tu te dis. Tu te dis, on a vu pire, un bateau fantôme qui remonte le temps. Ah. On a déjà vu pire. Non. C'est à peu près tout, mon cher Vincenzo, que tu vas pouvoir tirer de cette première journée. Vous allez arriver à la soirée. Est-ce que vous voulez passer directement à la journée suivante? Oui, je pense qu'on... Alors, est-ce que vous continuez les études sur lesquelles vous êtes tous? Bah oui, moi je vais continuer à vivre comme un dieu, hein. Sachant que toi, ma chère Jennifer, tu n'as plus rien à faire puisque tu as déjà consulté toutes les notes. Donc je vais commencer le livre en anglais médiéval. Comment il s'appelle déjà? Les manuscrits pnacotiques. Ah oui. Merci mon cher Perry. Vous êtes donc le 4 février. Alors, on imagine bien entendu que... le 5, c'est ça? Vous êtes arrivé demain, ouais. Aïe. On imagine que, bien entendu, vous avez dîné, vous pourrez sans doute discuter ce soir de vos différentes découvertes dans les livres, plutôt que de le faire la veille. En tout cas, vous arrivez et vous prenez cette fois toute la journée. Vous êtes tous un peu quand même bien accrochés par vos différentes études. Donc toi, mon cher Erasmus, tu te relances à nouveau dans ce livre. Tu vas pouvoir me refaire un jet de bibliothèque. Ok. Pour voir la qualité de ta lecture d'aujourd'hui. Allez. Oh. Tu peux utiliser là. Est-ce que tu veux utiliser
Bah écoute, tu n'as que 3 points de chance à utiliser. Ouais, je les mets. À T'as force, combien j'ai 87. Bah, ça sert. Oui, Ça oui, sert à mais ça. bon, à Ok. force, ça se diminue. Erasmus, la lecture aujourd'hui de Vivre comme un dieu se passe de manière beaucoup plus fluide que la veille. Tu t'es habitué pendant cette nuit à l'idée que tu étais en train de lire le bouquin d'un fou. D'un fou qu'il a probablement d'ailleurs écrit à l'asile. Et qui, a priori, d'après ce que tu as réussi à déchiffrer la veille, aurait massacré, violé, torturé des gens. Et c'est justement là-dessus que tu vas essayer d'approfondir ta lecture aujourd'hui. Ah, Mais tu as réussi à gagner suffisamment de confiance pour le faire. Alors, il y a un certain nombre d'informations générales que tu captes mieux ou à nouveau. La première, c'est que c'était effectivement Crompton, c'était le plus jeune fils d'un membre mineur de la noblesse qui faisait partie d'une famille étendue mais bien considérée du Lancashire. Hein, mais c'était un étudiant assez pauvre quand même, qui a été renvoyé de l'université d'Édimbourg pour son habitude à boire, à jouer, ainsi que des violentes crises de violence en public. Contre la volonté de sa famille, en fait, Crompton a choisi de poursuivre une carrière de peintre et il a dilapidé tout ce qu'il pouvait récupérer de cette activité en alcool et en jeux d'argent. Ça, c'est lui-même qui le raconte comme étant son enfance, mais ça t'avait échappé à la première lecture, mais ça a approfondi un peu le passé de ce personnage. Plutôt que de le renier, en fait, la mère de Crompton a persuadé son père d'acheter une commission dans l'armée pour leur fils, pour qu'il fasse quelque chose de sa vie, selon les critères de la noblesse britannique. Crompton a donc accepté cette commission à contre-cœur, et dans un premier temps, il a fait preuve d'un mépris infini pour l'armée. Il a été envoyé donc en Égypte avec son régiment, le 28e. Il a été frappé donc à la tête par un sabre de la cavalerie française à la bataille d'Alexandrie. Pendant plusieurs semaines donc, il était comme mort. Et c'est effectivement dans cette partie-là du livre que ton attention se porte, puisque c'est ces fameuses visions de l'être qu'il allait bientôt connaître sous le nom du Pharaon Noir qui lui sont arrivées à ce moment-là. Il lui a parlé, ce Pharaon Noir, il a dit à Crompton qu'il était le seul vrai Dieu, et pas Crompton, hein, le Pharaon Noir, et que tous les autres étaient des faux dieux ou des reflets de sa gloire. Après avoir récupéré, Crompton s'est rendu donc au Caire, où il s'est adonné à de copieuses quantités d'opium dans une tentative de renouer avec ce dieu qu'il avait vu dans ses visions. Au lieu de ça, il est rentré d'une manière ou d'une autre. Crompton, lui, parle de vision ou de rêve, en contact avec un groupe d'expatriés britanniques et européens qui partageaient, et quelques Égyptiens même, qui partageaient les mêmes idées que lui, et qui l'ont initié à une fraternité qui s'appelle la Fraternité du Pharaon Noir, via une série d'orgies et de rituels meurtriers. Alors là, Crompton, il s'étend vraiment longuement sur plusieurs chapitres sur l'émerveillement total, la beauté, la vérité de sa nouvelle foi. Et en même temps, cette beauté, cette vérité a l'air de passer par des rites qui te choquent et qui te retournent aussi l'estomac. Avec un certain nombre de détails assez spécifiques sur des rituels de groupe. Des rites orgiaques réguliers, des rites mensuels de sacrifices humains. Il parle de bêtes effrayantes, des chauves-souris ailées, des serpents ailés, qui sont cités comme témoins et qui prennent part, elles aussi, au rite. Il parle d'un symbole du culte
qui serait un ankh inversé. Il parle d'une arme rituelle utilisée pour tuer ses victimes, qui serait une massue à pointe. Une massue avec une unique pointe. Il explique comment cette massue permettait de frapper les victimes à mort sans les tuer, et comment au dernier moment on pouvait enfoncer l'unique pointe dans leur tête pour les achever. Tout ça avec une joie qu'il a du mal à cacher. Il n'y a pas de retranscription des prières ou des invocations spécifiques, mais par contre il y a un certain nombre de versets qui louent la grandeur du pharaon noir, ainsi que ses nombreux titres honorifiques, dont un nom égyptien de Nevrinka, ou Nefrinka parfois. Son orthographe est assez irrégulière là-dessus, à Crompton. Bien que Crompton reconnaisse que lui et un certain nombre de ses confrères de la fraternité ont été victimes d'actes de violence, au sein même de la fraternité, en fait, ils ont eux-mêmes été battus, violés, etc. Ils sont quand même retournés en Angleterre en 1805 dans le but de développer le culte du pharaon noir. À ce sujet, il tout d'un coup devient beaucoup plus énigmatique et ne donne pas beaucoup de détails sur la manière dont il a opéré, qui étaient ses fidèles qui sont rentrés avec lui, tout ça c'est pas cité. Il y a une phrase qu'il a notée. L'air de la nuit connaît mieux ses rites et les louanges qui ont été prononcées par nos lèvres, et l'éternel flux cramoisi connaît nos offrandes, mais aucun art astucieux ne pourra me contraindre à trahir mes frères, encore libres, pour récolter la moisson des champs non défrichés de la Grande-Bretagne. Ça, c'est une espèce de phrase qu'il a mis en exergue, comme si il faisait un serment à ses frères. À plusieurs reprises, pendant ton récit, tu te rends compte que Crompton a reçu des visions de l'époque du règne du pharaon noir, donc de l'Égypte antique, y compris une audience personnelle avec le dieu lui-même dans la salle de son trône. Crompton proclame passionnément et souvent qu'il est à la fois saint d'esprit et pourtant destiné à devenir un dieu immortel. Par exemple, dans un court paragraphe, il déclare qu'il est plus saint d'esprit que n'importe quel homme, et qu'il marchera avec son Seigneur comme un dieu sur les cendres des empires des hommes, quand même le ciel sera mis au pas et la lune réduite à néant. Okay. Voilà le fruit de ta lecture de ce vivre comme un dieu. Toujours pas de symbole de... Non, aucune... No dance. Par contre, tu ne vas pas perdre plus de santé mentale, mais tu vas gagner 2 points supplémentaires de mythe de Cthulhu pour avoir terminé ce livre, et tu pourras considérer que ce livre est un livre que tu peux désormais utiliser. Il a une valeur de 18 dans le mythe, pour t'aider à chercher des sujets qui ont un rapport avec ce dont il parle, ce qui peut être utile. Vous allez me faire un jet de bibliothèque tous les deux. Allez. Alors. Betty est plus en forme que tout à l'heure. Ouais. Allez, bah, chacun sa journée. Hein. Ouais, chacun sa journée. Moi, par contre, je suis allé chercher aussi plein des dictionnaires pour avoir des idées de mots que je comprenais pas, s'il y avait des mots philosophiques. Tu as sans problème trouvé un dictionnaire anglais-français dans la bibliothèque du Mauritania, qui va t'aider à mieux comprendre ce livre. Ce livre, ou plutôt ce recueil de notes, qui, comme vous l'aviez compris, commente l'autre livre,
tente donc d'éclairer la sagesse d'Eibon, sorcier vivant dans l'ancienne Hyperborée. Ça, c'est plus clair pour vous maintenant. Eibon, en fait, était vraiment un sorcier hyperboréen. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il a l'air d'ajouter ses propres connaissances en cours de route, l'auteur. Il se décrit lui-même comme un magicien qui écrit dans la ville française de Lyon. Et il affirme que son maître a appris auprès d'Eibon, l'insondable, lui-même, suggérant que celui-ci ait vécu une vie anormalement longue. L'auteur cite le texte original abondamment, dissèque le matériel en détail, offre des allégories, des légendes, des prescriptions et des interprétations de sections narratives du livre, qui couvrent apparemment les expériences des voyages d'Eibon à travers l'Hyperborée et dans des royaumes encore plus étranges. Une grande partie de ce livre est centrée sur l'entité Satojue, qui est une divinité à fourrure ressemblant à un crapaud, vénérée à la fois par Eibon et par Gaspard du Nord lui-même. Gaspard du Nord décrit Satojue comme un protecteur des sorciers, un maître essentiellement bienveillant qui ne demande qu'obéissance et secret. Une grande partie des connaissances d'Eibon proviendrait de ce fameux pacte qu'il a passé avec cette entité crapaud. Dans un passage, du Nord décrit le voyage d'Eibon pour rencontrer Satojue dans sa grande salle d'ossement sous le mont Vourmitadre. Et d'ailleurs, Gaspard du Nord spécule longuement sur l'endroit où ce lieu pourrait se trouver. Et il conclut que c'est peut-être l'Arménie. Il décrit également diverses grottes d'Auvergne propices à l'appel des créatures servantes noires et amorphes de Satojue, décrites comme des serpents faits de ténèbres pures. Mais il ne donne pas d'indication explicite pour se rendre dans l'une de ces grottes ou des instructions exactes sur la façon dont les serviteurs de Satojue peuvent être invoqués. Les affirmations répétées de Duner sur la bienveillance de Satojue ne correspondent pas à la description de l'être ou de ce serviteur, ça vous marque. Il a l'air très enjoué, il le fait passer pour quelqu'un de bon presque, cette entité, alors que les descriptions des créatures ne collent pas. Outre Satojue, du Nord décrit un certain nombre d'autres entités puissantes et étranges. Une entité puissante appelée le Seigneur de l'Abîme, ou Nodens, le grand chasseur. Ainsi qu'une méthode pour le contacter, un grand ver qui aurait dévasté l'Hyperborée. Le ver blanc. Ouais. Et qui serait affilié aux terribles hommes serpents, une race de serpents bipèdes qui auraient été de grands magiciens. Par ailleurs, du Nord décrit les vastes royaumes souterrains de Lolf et de Nikai. Il explique au lecteur sur l'endroit où se trouve Shagai, un monde étrange autrefois visité par Eibon, peut-être trouvé dans le ciel nocturne, et donne des indications pour atteindre la vallée perdue de Pnat. Tout ça vous fait halluciner. Il est en train de parler de choses qui pour vous n'ont aucun sens. Du Nord inclut des passages décrivant ses propres voyages et méditations ainsi que son combat contre son ancien mentor, le mage Nater. Et enfin, il donne un ensemble d'instructions spécifiques pour un enchantement qui dissimulera le lanceur à la vue de créatures liées par la magie d'un être puissant appelé alternativement l'homme noir, l'homme nuit, le seigneur de la nuit, ou le dieu aux 1000 visages. Et au moment où vous lisez ça, vous avez recevé un signe, et ce signe, vous l'avez déjà vu dans vos rêves. C'est le signe des anciens. Des grands anciens, ouais. Et vous prenez conscience qu'en fait, quelque part entre ces pages, se trouve la manière d'utiliser ce signe des anciens. Ah. Et on est passé à côté. Non, c'est dans ce livre. Pour l'instant, vous ne savez pas précisément comment le faire, mais vous êtes persuadé à cette lecture. Mais c'est sûr. Persuadé, oui, à cette lecture qui vous fait gagner 4 points de plus de mythe chacun. Waouh, énorme. Vous êtes persuadé que ce livre Erasmus est en fait un recueil de sorts. Il y en aurait plusieurs, au moins 5 ou 6. Et en fait, ce qui vous a fait comprendre ça, c'est que ce signe dont il parle,
qui permettrait en fait de dissimuler le lanceur de sorts à la vue des créatures liées par la magie à un être puissant appelé l'homme noir ou le dieu aux 1000 visages. C'est le signe des anciens qu'on vous a montré, qu'on vous a dit, qui pouvait vous aider contre le chaos rampant, qui est sans doute cet homme noir dont il parlait. Après, si vous voulez approfondir et connaître peut-être ce sort, il faudra prendre encore un peu de temps. Et cette fois, ce n'est pas un jet de bibliothèque, mais un jet de mythe de Cthulhu que vous lancerez. Et ce livre vous donne 36% supplémentaire à votre score de mythe.